Quand on reçoit un membre du jury QVEMA pour les intimes qui va être mon associé, on court le risque d'en oublier qu'il est avant tout, avant d'être jury, un entrepreneur avec ses succès, évidemment, sinon il aurait pas de quoi investir, mais aussi avec ses bas. J'espère, Jean-Michel Caram, que tu répondras à toutes nos questions avec Olivier Mathieu qui nous retrouve pour la première émission du jour. On est ravis de te retrouver. Jean-Michel, on démarre ton 40 nuances de Next juste après ça. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Je le disais, entrepreneur avant tout. Yeva, Memscap, Skill récemment, l'école des entrepreneurs, tout récent. Et je crois, j'espère, des annonces à faire aujourd'hui. Tu m'as dit qu'il y avait plein de choses qui allaient arriver, que tu ne pourrais pas tout dire, mais qu'on aurait peut-être 2, 3 infos. Je t'envoie directement l'annonce de Jean-Michel Caram, c'est maintenant. Ah, c'est ça. En fait, j'ai toujours dit que je dis seulement ce que je fais, parce que je suis en train de faire ou je ferai. Donc, en fait, c'est valable avec les clients, les collaborateurs, les invests. En fait, j'ai toujours eu ma vision et je l'ai découpée en milestone. Et à chaque fois, je focalise sur le premier milestone et rien d'autre. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs de rester vivant. Quand la période était très 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 dure, si je regardais la montagne de choses que j'avais à faire, je baissais les bras en fait. Et moi, je m'occupais j'ai fait un plan à l'époque de recovery de Memscap qui s'appelait Utopia, qui était formé de 105 tâches, et je m'attaquais tâche par tâche. Il fallait pas que je rate une. Si je ratais une, la boîte allait au tapis. Et j'ai réussi les 105 sur les 105. Et je me rappelle vraiment qu'à chaque fois que je quittais mon bureau le soir, j'avais une très grande usine, etc. Donc, je tournais derrière moi et je disais ça n'a pas coulé aujourd'hui, c'est pas mal. C'est une bonne journée pour mourir dans Little Big Man, il disait, je crois. Justin Hoffman. Est-ce que tu te rappelles, avec un peu de recul maintenant, quelle était la première tâche sur les 105, quelle était la 105e et celle qui a été la plus importante au milieu de toutes celles-ci? Il y avait vraiment beaucoup de tâches. Chaque tâche c'est pas envoyé un email. La tâche, c'était vraiment quelque chose de très important. En fait, pour te donner un peu l'exercice que j'avais à faire, moi, je venais de coter la boîte en bourse, je construisais l'usine, je délivrais jour et nuit pour y arriver à faire les chiffres. On explose nos chiffres et en fait, je passe de 3 millions à 17,8 millions. Et à un moment donné, je devais, l'année qui suit, faire 40 millions. Et moi, j'avais 72 millions d'euros. Et tout de commande. Donc la bourse me dit alors, et je dis easy. Et une semaine ça a duré le easy. Après, c'est la crise la plus forte qu'a connue notre métier. Les 72 millions sont devenus même pas 800 000 $ en une semaine. Mon DAF a craqué. C'était les subprimes ou c'était quelle crise? Non, c'était la crise de la fibre optique. C'est le .com qui a provoqué derrière tous les fondements de la fibre optique. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais France Télécom, qui était soutenue par l'État, etc., avait fait une émission de droit avec 48% de décote. Ça vous donne la violence des choses. Moi, j'avais 500 concurrents qui sont listés dans le prospectus de l'IPO et aucun n'a survécu. Il n'y a que Memscap qui est passé. Donc, ça, c'est le contexte. Et face à ça, tu as 105 tâches. Tu disais, c'est pas qu'envoyer un email. Je trouve ça toujours intéressant de revenir dans ce qu'est la réalité de l'entrepreneur. Et en l'occurrence, si tu as une, deux, pas forcément la première, la dernière, mais les tâches un peu clés pour qu'on se projette. Oui, en fait, il fallait que je réduise mes coûts de 42 millions, parce que ma boîte consommait 42 millions d'euros sans CAPEX par an. Donc, je brûlais en cash 3 millions par mois. J'avais 10 millions, donc j'avais 3 mois, et je faisais 0 chiffre d'affaires. Donc, enfin, mon chiffre d'affaires est tombé à 0. Donc, il fallait, mon plan haut niveau, c'était on réduit les coûts de 42 millions à 14. En fait, je l'ai réduit à 12,5. On passe de 0 à moitié chemin, donc autour de 7. Et on a terminé à 7,7. Et il faut lever du cash. Il me fallait 15 millions. Et j'ai levé 20. Mais les 20, je ne les ai pas levés conventionnellement. Ça veut dire que... Tu es allé pitcher à la télé. Ah oui, à l'époque, il n'y avait pas ça.
Donc, en fait, j'ai été sur le marché faire mon roadshow et il y a un investisseur qui me dit pourquoi tu veux 15 millions. Je lui dis pour licencier les gens, pourquoi? Il va les payer, il faut qu'ils partent chez eux, quoi. Et il y a des severances à payer, etc. Il me dit t'es quand même honnête, hein, tu mens pas. Donc je vais te les donner, mais est-ce que tu as lu les échos de ce jour? Et je lui dis non. Il me dit de toute manière t'es fauché, tu peux même pas acheter les échos. Et il appelle son assistante et elle m'amène les échos. Et c'était écrit France Télécom, c'est pour cela on a fait la référence, 2 points, émission de droit avec une décote de 47%. Et il me dit 48%. Et il me dit vous n'êtes pas 15 millions, ça suffira pas. Et il m'a dit, vous n'êtes pas France Télécom. J'ai dit non. Il me dit, l'État n'est pas derrière vous. J'ai dit non. Il m'a dit, je suis gentil, je vais te traiter comme eux. 48% de décote. Ah ouais. Et je lui ai dit, tu veux la moitié de la boîte? Et il m'a dit, aujourd'hui, si tu réponds pas oui tout de suite, demain c'est 49, après-demain c'est 50, tous les jours 1 point. Il me dit, j'étais jeune à l'époque, il m'a dit, il est temps que tu saches que le temps c'est de l'argent. Et je suis sorti de son bureau et je lui ai dit jamais de la vie. Et en fait, j'ai imaginé une autre opération qui s'appelait... Pardon, il faut des couilles à ce moment-là. Ah ouais. T'as quel âge? J'avais 32 ans. C'est comme ce qui se passe dans Qui veut être mon associé. Hein. Parfois, ils disent non. Ouais, parfois on dit non. Et donc, je lui ai dit non. Et j'ai pensé, je me suis dit, mais il n'y a pas que moi qui coule dans l'optique. Tout le monde coule. Donc, je me suis dit, bon, moi, je suis coté. Eux, ils sont pas. Donc, moi, j'ai une monnaie d'échange. Il y a plein de venture capital, des capitaux risqueurs, qui ont mis de l'argent. Maintenant que c'est effondré, ils ont write-offé la ligne. Donc, la valeur de ces lignes-là, c'est 0. Mais ces boîtes-là peuvent avoir un peu de cash. Et une de ces boîtes s'appelait Galéor, qui était mon client. Il avait 1,5 million de cash. Donc, je l'appelle Uri. Je lui dis, Uri, combien tu as de cash? Il me dit 1,5 million. Je lui dis, ça t'intéresse de vendre? Il me dit, bien sûr. Ils ont rétrauté la ligne. C'est la fin. On attend que le cash se consume et on dépose. J'ai dit, écoute, j'arrive. Mais je ne vais pas te parler, je vais parler à tes investisseurs. Donc, et j'ai parlé avec les investisseurs. Je leur ai dit, tu joues tout ça en action? Du coup, voilà. J'ai dit, je vous achète pour le montant du cash. Donc, 1,5 million. Mais à la place de vous donner une décote, c'est un premium de 25%. Donc, je vous échange les titres. Si mon action est à 1, c'est à 1,25 que j'échange. Et vous avez 1,5 million. Donc, ils ont dit, oui, ça vaut 0 quand tu veux. Et je ne vous donne pas de lock-up. Donc, vous pouvez vendre tout de suite. Il me dit, OK. Et tu leur as pas dit, aujourd'hui, c'est 25%, demain, c'est 15%. Non, je n'ai pas dit ça. Le lendemain. Déjà, 25%, c'était très osé. Hein. Et donc, ils ont dit oui. Et je lui dis, mais 1,5 million, c'est ce qui me suffit pendant 2 semaines. Donc, on n'ira même pas au bout de l'exercice. Donc, il m'a dit, alors... Il faut faire ça avec 10 boîtes, 15 boîtes, 20 voilà. boîtes. Et moi, je lui ai dit, par contre, je vous propose, je l'achète. Mais face à chaque euro que je mets, vous mettez 1 euro. Et le mec, il me dit, on va parler entre nous. Ils se parlent. C'était les investisseurs, c'était Evergreen, le fonds. Et donc, ils se disent, mais t'as vu son bilan? T'as vu? Le mec, c'est pas possible. Il lèvera pas 1 centime. Donc, on y va, on vend vite. Et après nous, on verra. Hein. Ils étaient OK pour s'engager en pensant que ça n'arriverait jamais. Jamais. Donc, ils ont signé le contrat. J'avais mes avocats. Enfin, on a fait tout en 24 heures. Hein. On signe. J'arrive à l'aéroport, je prends mon téléphone et j'appelle un de mes investisseurs. À l'époque, c'est Venture, Valérie Gombard. Et j'ai dit, Valérie, voilà, j'ai un deal, mais il faut mettre du pognon. Elle me dit, tu mets combien? Toi. Ouais. J'ai dit, je mets 1 million. Elle m'a dit, je mets 1,7. Donc, je raccroche, je l'appelle, je lui dis, 2,7 millions, il faut mettre. Il me dit, putain, t'as vu qui dans l'avion? C'est pas possible. D'où tu sors, toi? Et en fait, d'un coup, j'ai 6,5. D'un coup. L'AMF me dit, tu refais relatif sur le marché. J'ai dit, mais vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vous donne pas le visa pour l'opération, à moins que tu donnes les mêmes conditions pour les actionnaires actuels sur le marché. J'ai dit, mais vous vous rendez compte? L'action est... Déjà, la transaction se fait à 25% de premium, ce n'est pas une décote. 1. 2. Il y a que des investisseurs savants, la boîte, elle va pas bien. Ils m'ont dit, ça va pas bien, tu mets 1 million. J'ai dit, mais moi, je sauve ma boîte, c'est mon honneur. Elle me dit, à d'autres, pareil, sinon rien.
pas de visa. Je dis ok, ouvre. Sursouscrit. Ah ouais? Donc, on a 2,5 millions. Donc, ça saute à 8,5. Première transaction, je fais la transaction et le deal était clair. Hein. J'achète, je garde l'IP, le cash et je ferme. Donc, c'est ce qui s'est passé et ça s'appelait à l'époque les opérations de build-up à la Caram. 2 minutes après, tout le monde m'appelait. Tout le monde, tous les gens de l'optique m'appelaient. Derrière ça, j'ai fait Opsitech, Optogone. Donc, j'ai levé les 20 millions avec des 25 à chaque fois % premium, ce qui a fait que j'ai dilué tout le monde en moins et j'ai levé tout l'argent que je veux, plus 5 millions. On dit que les martingales n'existent pas dans le casino. Ouais. À la bourse, ça peut. Mais là, tout ce que je vous ai décrit en Incroyable. 3 minutes, ça, c'est du sang et de la sueur. Ah, ouais. Et de l'adrénaline. L'adrénaline. Des larmes? Jamais. Quand tu disais j'annonce jamais trop loin là où je vais aller, c'est une part de superstition. J'ai de la superstition, c'est ça, je l'avoue. Mais non, je pense que je suis très très observé, vu que je suis très rupturiste sur mes marchés, toujours. Si on veut dire c'est quoi le trait commun, toujours des technos de rupture, toujours des approches où les muscles, c'est pas suffisant. Donc, parce que si on fait de la commodity, moi je mets 1 million, t'en mets 10, il met 100, il nous broie. Si j'ai de la rupture, si j'ai des barrières d'entrée, etc., c'est pas pareil. Donc, vu que je fais toujours des choses très rupturistes, tous mes concurrents m'observent et donc du coup, j'ai appris à pas trop annoncer l'avenir, mais à annoncer ce que je fais actuellement parce que ça, je peux pas le cacher. Tu veux y aller, Olivier? Oui, de quoi tu es le plus fier? Parce que tu fais beaucoup de choses. Si aujourd'hui tu devais dire, enfin souvent quand on demande aux chanteurs, ils disent quelle est ta chanson préférée, ils disent la dernière. Mais toi, quelle est ta fierté en tant qu'entrepreneur, je veux dire? Ça peut être une chanson que tu as écrite. Hein. Non, mais honnêtement, quand tu m'as posé la question, dans ma tête, il y a plein d'étoiles qui ont brillé, mais pas une. Ah bon? Je suis très très fier d'avoir... Tu vois la galaxie là, pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Et en plus, j'adore l'astronomie. Donc, en fait, ma grande fierté, si je veux, d'ordre général, c'est d'être un enfant de la guerre et d'être arrivé où je suis arrivé. Ça, franchement, quand j'avais... Enfin, tu passais à côté de moi quand j'avais 9 ans et tu me dis, voilà, ça va être ta vie. Tu achètes pas le bouquin. Explosé de rire sur toi. C'est impossible. Impossible. Donc, j'ai énormément de chance. Vraiment. Mais au-delà de tout ce que j'ai fait, il y a de la chance. Il y a un facteur chance très, très dominant. Donc, ça, j'en suis fier. Je suis fier. Et si on revient sur ce point-là de fierté, qu'est-ce qui a fait, en dehors de la chance, parce que je vois que tu as de l'énergie, aussi la capacité à prendre des chances, de risques, peut-être de trouver des bonnes personnes. Qu'est-ce qui fait que ce petit garçon de 9 ans, il est devenu ce grand garçon adulte? À la base, il y a la volonté, il y a le désir de Est-ce qu'il y a quelque chose, un déclencheur en particulier, ou c'est juste le caractère? Non, c'est il pas que le caractère. Il n'y a pas une rencontre, il n'y a pas une... Des rencontres. Oui. Des rencontres. En fait, quand on me dit c'est quoi, si tu considères que tu as réussi aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené ici? Eh ben, la première chose, c'est évidemment le travail, mais tout le monde travaille. Il n'y a pas un entrepreneur qui ne travaille pas. Okay? Sinon, il n'est pas entrepreneur. C'est la base. Donc, c'est pas ça. Ça, j'ai travaillé. J'ai une construction à la base académique. Donc, j'ai fait ingénieur, master, doctorat. Donc, j'ai fait le cycle. J'ai aussi une volonté d'aller toujours au bout de tout ce que je fais. Quand je fais du basket, c'était pour aller jouer dans l'équipe nationale. Quand je fais des études, c'est pour aller jusqu'au maximum des études. Jusqu'au doctorat. Donc, en fait, ça c'est quelque chose qui est en moi, donc dans le caractère. Mais et la quand réalité... tu fais des podcasts, c'est pour aller jusqu'à 40 millions de next face au sommet de la radio. Avec des grands comme cela. Donc, non, mais après, il y a des relations, pour moi, très, très importantes. Les réseaux que j'ai réussi à créer tout le temps a été un facteur majeur, et puis la chance. Je t'arrête là-dessus. Le réseau, beaucoup en parlent, et on peut démarrer sans réseau. La question, c'est comment tu travailles ce réseau et à quoi ça tient. C'est pas que envoyer un message quand on a besoin. Non, en fait, il faut avoir un vrai, des vrais réseaux.
Et moi, je dis toujours aux entrepreneurs là aujourd'hui qui m'appellent tous, ils me disent oui, mais Jean, mais comment tu fais si tu démarres, t'as pas de réseau, etc. Comment tu fais? Et moi, je dis, si vous n'avez pas de réseau, associez-vous à des gens qui en ont, mais des vrais gens qui en ont, parce qu'il y a pas mal de baratineurs, hein, mais des vrais gens qui en ont. Et un réseau, c'est quoi? Si vous prenez une photo avec le président de la République, c'est pas juste avoir le numéro. Si lui, il sait même pas qui vous êtes, et vous mettez la photo du président sur votre bureau très fier, c'est hachi, c'est pas du réseau. Le réseau, c'est quand on envoie un message, l'autre répond tout le temps et faire son mieux. Sauf si c'est arrête de m'emmerder, de me spammer. Voilà. Et pourquoi ça marche? Parce que dans le monde des affaires, les gens aujourd'hui sont très court-termistes. Ça veut dire, ils te demandent quelque chose et veulent le retour tout de suite. Moi, dans ma vie, je n'ai fait que rendre service sans demander un retour. Jamais. J'ai fait des tonnes des conférences, etc. Si j'avais un coup de cœur, je ne demande pas d'argent. Si tu veux mon prix, voilà, moi, mon prix, je suis très cher. Parce que je gagne beaucoup d'argent et quand tu m'arrêtes pour faire ça, ben, pendant ce temps-là, je ne gagne pas l'argent que je gagne. Donc, je suis cher. Et si tu veux me négocier, je ne l'accepte pas. Parce que de toute manière, ma valeur, c'est ma valeur. Hein, tu ne l'achèteras pas pour brader. Par contre, si j'ai un coup de cœur, je le fais gratuitement. Et moi, je n'ai fait beaucoup de choses gratuitement. Il y a pas mal de gens qui m'appellent, ils me disent « Est-ce que tu peux nous introduire ici ?» etc. Je le fais. Et ces gens-là, même s'il y a des enfoirés qui oublient que tu leur as rendu service, mais la majorité des gens n'oublient pas que tu as rendu service un jour. Et puis quand tu commences à avoir de la puissance, les gens savent qu'un jour ou l'autre, ils peuvent se retrouver face à toi. Ça te parlera peut-être, ça ne nous rajeunit pas, mais il y avait une super vidéo d'un mec qui s'appelait Philippe Gablier sur la chance. Je t'invite à aller voir, c'est pas très quali, hein, mais c'est sur YouTube. Le mec explique à ses élèves HEC ou ESCP. Il y a un cours que j'ai oublié de vous faire, c'est un cours sur la chance. Et en fait, un des trucs que tu apprends, c'est soit d'abord une opportunité pour les gens. Après, tu verras. Ouais. Non, mais honnêtement, et moi, les gens... On reprend une demi-heure. Pardon. Les gens que je rapproche de moi, vraiment, sont tous des gens comme moi. Ça veut dire que je vois, en fait, l'attitude des gens. Si les gens, c'est des court-termistes qui veulent gagner petit, etc. C'est pour ça que tu es copain avec Julian. Julian, je l'adore. Pourquoi? Parce Jacob. Ouais, je l'adore vraiment. On est devenus amis. Je ne connaissais pas ce type. Hein. On est devenus amis agrément. Grâce à l'émission. Et réellement, c'est un type que j'aime beaucoup parce que il est sincère. Julian, quand il dit à la télé, je donne 5% à l'association, ça peut être vu que, allez, il s'achète des likes ou des choses comme ça. Mais en réalité, il le fait. Et je l'ai testé. J'ai fait un deal avec lui. On négociait face à l'entrepreneur. J'ai négocié tout. Et Julian arrive à un moment, etc. Et je lui dis 2,5% chacun. Il dit non 2. Non, je dis non 2,5. Il a lâché, l'entrepreneur. Et Julian a dit, moi les 0,5, si tu me les donnes, je les donne à l'association pour le cancer. Enfin, l'hôpital. Et moi je lui dis, bah, je suis Julian. Je donne aussi 0,5. Et il a dit, bah, banco. Et en fait, je l'ai testé dans pas mal d'endroits. C'est un gars sincère. Et c'est pour cela que j'aime beaucoup. J'invite pour ceux qui nous découvriraient avec ton interview, à aller écouter celle de Julian qu'on a fait. On avait 1h30, 2 heures ensemble. C'est 40 nuances de Next. Aussi, parce qu'on a plein de médias. On a Cash Out, on a planté. Donc Julian, c'est 40 nuances de Next. Donc, je vous invite à aller écouter si ça vous intéresse. Est-ce que je peux poser une question? Vas-y. Alors, tu pars pas sur qui va être mon associé. Ah si, je voulais un peu. Alors tu attends. Pardon. Une seconde. Moi, je veux qu'on reste 2 minutes sur l'entrepreneur et je vais tirer le fil de ta question sur les rencontres et comment t'expliques le gamin de 9 ans qui devient ce que tu es devenu, Jean-Michel. Mais en tant que dirigeant, les trajectoires, en fait, elles se jouent sur les décisions dans des moments clés où tu as plusieurs chemins. Oui. Tu nous as évoqué le moment de la bourse où ça a tangué. Mais dans toutes tes aventures, c'est quoi les décisions sur le fond presque philosophique, sur la manière dont tu as pris des décisions et ce qui a permis, a priori, la trajectoire? C'est toujours facile de refaire l'histoire après coup, mais quand même avec un peu d'honnêteté intellectuelle, je veux bien que tu essayes de réfléchir et de nous le partager. Moi, je me définis en tant que combattant. Et je suis quelqu'un qui vit avec ses convictions. J'ai cette chance, vraiment, que tout ce que je fais,
j'y crois à fond. Quand je fais un produit, ma famille l'utilise avant que quiconque autre l'utilise. Et après, je le vends aux gens. Donc, tout ce qui sort de mes convictions, je le fais pas. Là, cet après-midi, j'étais avec un entrepreneur. Il me demandait d'investir chez lui. Son business est vraiment bien, mais ça correspond pas à ma manière de voir les choses et je ne veux pas vendre ces choses-là. C'est quoi? Donc, sur le sens de la boîte, sur la typologie de l'activité? Ce qu'on apporte sur... J'ai pas envie de gagner de l'argent coûte que coûte. Moi, je construis un écosystème. Je construis une manière d'entreprendre, un tissu entrepreneurial qui va devenir très puissant parce qu'il y a plein d'entrepreneurs dedans qui tirent dans la même manière. Et c'est comme ça qu'on peut construire quelque chose en France qui réussit parce que la France, c'est pas facile. Tirer de la même manière, c'est quelle direction alors? Moi, je suis quelqu'un qui veut faire du beau et du bien. Je suis pas socialiste, hein. Je suis un mec qui est sur le marché, qui veut gagner de l'argent, il n'y a pas de problème. Hein. Il ne faut pas me transformer en moine. Mais pas coûte que coûte. Même dans la crise de Memscap dont on parle, j'avais 10 millions de cash des banques gelés sur un compte en garantie du lease, du bail de l'usine. 10 millions disponibles. Je passais un coup de fil à un mandataire ad hoc, un coup de fil. Les 10 millions, tout mon conseil me dit, il n'y a que tous les investisseurs dedans, il me dit, Jean, va les chercher. Vas-y, ouais. Tu as 10 millions, ça nous sort de la merde. Et je lui ai dit, non, j'ai signé sur un document. Il m'a dit, mais arrête Jean, tous nos portefeuilles le font actuellement, tous, tu n'es pas le seul dans la merde. Tout le monde signe. J'ai dit, pas moi. Ils m'ont dit, mais Jean, tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas. Je leur ai dit, chercher un autre PDG. Je ne signerai pas. Et j'ai remboursé les banques en avance et j'ai payé la prime de remboursement anticipé. Ah oui? Personne n'a fait ça. Ah oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je demande de l'argent au banquier, j'ai même pas de collatéral en face. Ah oui. Donc pour moi, quand tu construis solide, en fait, les entrepreneurs oublient qu'on n'est pas des pickpockets, qu'on a une vie, qu'on fait pas un coup. Et qu'on recroise les gens. On recroise les gens. Si tu es intègre, tu vas sur les réseaux, cherche autant que tu veux. Tu vas rien trouver sur moi de mal. Et du coup, quand tu as cette intégrité tout le long, je pense que c'est hyper bénéfique du point de vue business. Même business, si tu penses business. Je suis bien d'accord. Tu as évoqué, après on va aller sur qui va être mon associé, je pense qu'il y a plein de gens qui ont plein de questions là-dessus, mais tu évoquais cet écosystème que tu es en train de créer sans nous parler de la 3e, 4e, 5e marche. Tu as vu, je te lâcherai pas. Qu'est-ce que tu peux partager là des quelques annonces qui arrivent? Je sais qu'il y en a une qu'on partagera pas là. Donc je suis en fait en train de faire compléter toute la photo. En fait, moi, je raisonne par écosystème. Mon écosystème, je veux que des boîtes travaillent avec des boîtes pour qu'elles se tirent ensemble. Et en fait, j'ai toujours des boîtes qui tirent d'autres vers le haut. Et moi, je ne réfléchis pas en chiffre d'affaires. Je réfléchis vraiment en renta. En structure et en renta. Quand on me dit, je fais tant de chiffre d'affaires, tu fais 15 millions, tu gagnes 3 millions. Pour moi, tu vaux 10 fois un mec qui fait 1 milliard et qui gagne 1 million. Je m'en fous, en fait. Ton chiffre, ça veut dire combien tu travailles, en fait. C'est tes soucis, combien tu as de merde à gérer tous les jours. Mais la renta, c'est ce que tu fais comme argent. Donc moi, je monte des boîtes, j'accepte de perdre. Par exemple, quand je dis Ieva Group, je veux perdre tant avant l'intro. Point. Eh bien, j'ai fait tout pour perdre tant avant l'intro. Et d'ailleurs, tu veux un tuyau, l'Ieva Group fera des opérations que vous entendrez et ira très vite en bourse. Et ce sera la deuxième. Et ça, je suis fier. Et tu peux nous parler de l'école des entrepreneurs, de quoi il s'agit? Oui, c'est dans Skill. Skill, c'est mon fonds dans lequel j'investis dans les entrepreneurs. En fait, depuis l'émission, tout le monde veut que je mentor, etc. Donc, si je fais les mentors qu'on me demande, j'arrête de travailler. En fait, ça devient mon job. Et c'est pas très stimulant comme job. Ouais. Donc, j'ai pensé, je me suis dit, comment je vais servir tout ça? Et on s'est dit, je vais les mettre 50, 100 dans une salle. Et on va faire du scale-up. Ils vont arriver, je vais faire une thématique, un module. Et sur ce module, par exemple, Corporate Finance, on va tout faire. Le pacte d'associés, il le paye 10 000 balles. Les avocats, chacun. Tu le sais bien. Ouais. Et en fait, dans un pacte d'associés, j'ai
J'en ai tellement fait que je regarde le truc ici, c'est bon. Tu négocies que ça, le reste, tu t'en fous. Donc, faire tout ce qui est associé à un corporate finance, du financement, de la création, au financement, à l'intro, au M&A, etc. Et puis, chacun viendra avec ses problèmes et on gérera les problèmes d'un groupe. Donc, c'est comme ça qu'elle est née l'école des entrepreneurs dans Skill. Et je vais utiliser le site de mon autre école, qui est l'école d'esthétique, parce que j'ai investi dans une école d'esthétique qui est à 30% et tous les entrepreneurs seront particulièrement élégants et beaux. Et obligatoire. Avec les ongles, dress code à l'entrée. Je t'arrête sur les pactes, parce qu'on parle avec la vue un peu haute comme ça, mais tu dis que tu as vu énormément de pactes. C'est quoi là pour des entrepreneurs qui vont être amenés à le faire ou qui sont en train de les signer? Avant de signer les 2-3 clauses, il faut être un peu plus attentif que les autres, attentif que les autres. La première chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas un seul associé à l'extérieur du pacte. Pas un seul. Ça, c'est la première merde que j'ai moi-même vécue. J'ai viré 2 associés au début qui avaient 6%. Quand on est arrivé en bourse, il fallait que tout le monde signe le lock-up. Ces 2-là ont refusé alors que j'ai transformé ces gens en millionnaires d'un jour à l'autre. Enfin, hier, ils n'avaient rien. Quand j'ai coté, chacun, il a eu 6,5 millions d'argent. Mais ils n'étaient pas sur le pacte. Et ils ont dit, moi, je ne signe pas. Il a fallu que je négocie 72 heures sans sommeil, sans dormir, et des menaces de partout pour qu'ils acceptent de signer. Ça a été très, très dur. Donc, premièrement, personne à l'extérieur du pacte. Deuxièmement, dans un pacte, il y a des choses très importantes, conventionnelles. C'est que pas n'importe qui vend, pas tout le monde qui vend. Donc, on est tous bloqués. Après, il y a une clause d'inéligibilité, la clause de respiration dedans. Donc, ça veut dire on peut vendre à l'intérieur de la communauté X%. Et après, il y a des choses très importantes. C'est le pourcentage de la sortie conjointe. Quand on a une offre, combien de pourcents peut forcer tout le reste à venir? Ça, il faut réfléchir. Et là, c'est là. Calculer en termes d'alliance entre les associés, etc. Ça, c'est toujours un petit peu délicat. Bon, on voit les gens qui ont de l'expérience. Hein. Donc, en fait, je rappelle que Olivier a cédé Price Minister à Rakuten. Ouais. En fait, c'est tout con. Hein. Tu me l'aurais pas présenté. J'ai compris qu'il a fait. Parce que c'est la vérité. C'est un jeu avec qui, si par exemple j'ai une offre et je veux vendre, si je m'associe à mon investisseur X, est-ce que je peux forcer tous les autres? Et est-ce que je suis proche de ce X? C'est ce genre de choses qu'il faut discuter, réfléchir pour déterminer les pourcentages dans les pactes. Un mot sur les innovations là dans le groupe. Tu dis rupture. Tout le temps. Aujourd'hui, quand on parle de Yeva Group, c'est quoi les sujets, les innovations, les approches marché sur lesquels Moi, j'étais connu, mon arrivée dans la beauté a ramené la beauty tech en fait, et j'ai ramené les diagnostics de peau d'une manière massive, et puis surtout la personnalisation, parce que Yoma, c'est l'inverse de à moi. Donc c'est vraiment la marque numéro 1 de la personnalisation. Et quand j'ai lancé Yeva, je l'ai lancé pour qu'il soit le numéro 1 de la beauté personnalisée, plus que le soin comme Yoma. Yoma, c'est le soin de peau. Mais Yeva, c'est toute la beauté personnalisée. C'est pour ça que j'ai acheté l'atelier du sourcil, le boudoir, etc. Tous vont dans la direction beauté personnalisée. Mais ce que je veux faire, c'est le Netflix de la beauté. Et pourquoi je veux faire le Netflix de la beauté? Parce que... Le problème de Netflix, c'est des fois on passe des œuvres sans savoir quoi regarder. Attention. Ouais, mais sur le Netflix de la beauté, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la place de te vendre un produit ou un service, tu signes une relation avec moi et je m'occupe de ta beauté. Dans un format abonnement, alors ça c'est un abonnement. Il y a un abonnement, donc, mais quand on fait un abonnement, tu vas pas sur Netflix si tu as 2 films. Donc il faut des marques. Il faut un catalogue là. Tu vas pas sur Netflix si ça te coûte une blinde. Donc il faut que tu donnes plus que n'importe quel site te donne en promotion. Donc nous on va jusqu'à 80% en remise en saving économique. Et pour donner ces savings, il faut que les marques t'appartiennent. Donc tu dois en chier avant. Et tu dois ouvrir au service. Donc, on a créé la Maïeva Money, qui est les crypto-monies avec lesquelles on peut payer des coiffeurs, des gens comme ça. On a toutes des marques de soins, de capillaires, make-up. Et on a la beauté, c'est plus la beauté, c'est le beauté bien-être. Donc, on a le sport avec Maïeva Fit dedans. On a la nourriture avec Maïeva Eat. Donc, c'est très, très large, très, très gros. Et ça nécessite énormément d'argent et de puissance pour mettre ça en place. Parce que dans mon objectif principal, moi, c'est que, comme on l'a dit dans l'émission, pour te faire un pont, moi, je veux mourir beau.
Et mourir beau, ça ne veut pas dire avoir un bon nez, une belle bouche, etc. Ça veut dire ne pas vieillir avec une fonction qui est comme ça et être dégringolé tout le temps, mais vieillir comme ça avec une chute à la fin. Est-ce que juste sur l'innovation, deux questions qui concernent l'IA. Moi, je voulais aller sur la mort. Mais... Vas-y. Est-ce que grâce à l'IA, tu peux anticiper la mort? Non, est-ce que l'IA, après, Oui. quand c'est arrivé sur ce marché, bien sûr, est-ce que quand c'est arrivé sur ce marché, est-ce que ça a d'abord été plutôt une menace ou tu as tout de suite vu des opportunités pour des diagnostics automatisés, du machine learning? Au-delà même d'être une opportunité, nous sommes développeurs d'IA, pas seulement utilisateurs. Donc, nous, on a tous nos outils. Tu fais ton diagnostic sur le téléphone portable. Aujourd'hui, on prend ta photo, on la compare à 50 000 photos et on détermine l'âge de ta peau par l'IA. Donc, on n'utilise pas ChatGPT. On travaille sur le code même de l'IA. On a des recherches là-dessus. Et pour moi, tout ce que je fais avec l'IA sur la reconnaissance d'image et la reconnaissance de peau. On a la reconnaissance de peau capillaire. On a même dans le comportement, ça veut dire que nous, par exemple, sur Maïeva, dans ton appli Maïeva, si tu as on te pousse du contenu. Et si on voit que tu ailles dans cette direction, on va te pousser plus, etc. Donc, on va comportement. Personnalisé. Voilà, par exemple, quand je vais t'envoyer un CRM, c'est pas un CRM débile, c'est un CRM très réfléchi. Ouais. Je suis curieux de t'entendre sur. On parle beaucoup de TikTok notamment, mais Snapchat aussi, qui a eu des vraies incidences sur la jeunesse, dans leur rapport au corps, à la beauté, aux soins, à plein de choses. Curieux de t'entendre là-dessus. Parce qu'à partir du moment où tu vas commencer à développer ta propre IA, c'est une responsabilité. Ouais. Voilà, curieux de... Moi, je suis l'entrepreneur du beau et du bien, hein, donc je veux vraiment pas faire du mal. Et tout ce qu'on fait, je le fais pour moi et ma famille. Moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de mourir beau. Et c'est ce que je fais pour le faire. Aujourd'hui, avec mes outils, je fais mon diagnostic à moi parce que je suis tout ce que je fais. À la place d'être 55, l'IA le montre 43, 44, 43, 44. Ça dépend des jours. Mais et donc la réalité, c'est que je ne veux pas faire du mal. Et TikTok, tout ça, en réalité, c'est quoi? C'est une vague déferlante. C'est comme on veut arrêter la mondialisation. Les Français ont eu cette idée il y a quelques années. Maintenant, on veut arrêter l'IA, on va arrêter les réseaux sociaux. Bien sûr, on va tous y arriver. Et donc, c'est n'importe quoi. Pour moi, on s'adapte à ce qui se passe et on n'essaye pas de les bloquer. On les fait passer dans des gabarits de manière à que ce soit vraiment dans les bonnes choses, mais on ne peut pas s'opposer à tout ça. Je propose, parce que là je vois le temps qui file, qu'on évoque. Alors tu voulais lancer sur QVMA. Oui, non, mais moi, en fait, je me demandais comment est-ce que tu étais arrivé à rentrer. Est-ce que c'est un souhait que tu avais? On t'a appelé et pour voir un peu quelle est ta motivation. Et excuse-moi, la question peut la gratter un peu. Est-ce qu'il y a une question d'ego qui te permet de te montrer et de faire reconnaître aussi, peut-être aussi un peu ton travail et tes marques? Ou est-ce que c'est autre chose, financier je vais te répondre sincèrement. La saison 4, il y avait une opportunité et j'ai dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais peur. Et j'avais peur pour plusieurs raisons. Moi, si tu me dis, t'es quoi? Je te dis, je suis entrepreneur. Jamais je vais te dire, je suis investisseur. Pourtant, j'investis depuis je sais pas combien de temps. Parce que c'est mon ADN. Et moi, j'avais peur que les gens me voient en train de mettre 200 000 et balancer de l'argent. C'était pour moi inquiétant. Sur un. Deux, moi, je viens de la guerre. Pour moi, le secret, c'est une valeur très importante. C'est-à-dire que moi, je suis connu dans la beauty, je suis connu dans la tech, je suis connu dans la finance et respecté. Mais dans la rue, je suis tranquille. On me connaît pas. Et j'ai toujours considéré que même le pouvoir de l'ombre est le plus chic des pouvoirs. Donc, quand on accepte de passer dans la lumière, c'est un problématique. Et même par rapport à ma femme, elle est anti-libanais. C'est-à-dire, les Libanais, ils ouvrent sa maison, c'est comme les Américains. Leur maison, c'est un lieu de rencontre, de business, de tout. Moi, ce soir, rendez-vous tous. Moi, personne ne vient chez moi à part ceux qui sont mes amis, ok? Sinon, je divorce. Hein. Elle me quitte.
Donc du coup, ça a été vraiment très difficile d'expliquer à ma famille pour qu'ils acceptent tout ça, etc. Et à un moment donné, franchement, je me suis rendu compte que, premièrement, le monde a changé. La lumière est utile pour le business. C'est clair. Et elle est même très utile. A fortiori quand tu es sur des sujets grand public comme les tiens. Ça, c'est un. Mais deux, j'étais passé dans une période, et ça c'est le 2. Le 1, vraiment, c'est que j'étais dans une période pas bonne du tout. Au moment où la saison 5 arrive, moi j'étais en déprime totale, mais vraiment, j'avais plus envie de quoi que ce soit en fait. Je me disais, qu'est-ce qui reste sur cette terre que tu n'as pas fait? Moi j'ai vraiment beaucoup vécu, vraiment. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut rêver, je l'ai fait. Et je me suis dit, il n'y a plus rien en fait. Et vu que j'ai une peur de la vieillesse. Là c'était le début de la. Ouais, mais chez moi, c'est dangereux parce que moi, j'ai pas peur de la mort, du tout. Hein. J'ai vécu avec elle toute ma vie. Mais le déclin, oui. Mais par contre, la vieillesse et la dégringolade, ça me gèle. Donc, je pouvais aller dans des directions qui étaient pas bien. Et du coup, à ce moment-là, ça arrive et je me dis, bon, allez, ça va me stimuler. Et la production Jérémy m'envoie les liens, en fait, de la saison 4. Je les ai écoutés en courant, comme un podcast. Ah ouais. Et je me suis dit, putain, c'est quand même pas mal cette émission, parce que c'est un vrai ode à l'entrepreneuriat. Et c'est un outil vraiment essentiel pour le tissu entrepreneurial français. Et je me suis dit, eh ben, yallah, on y va. Mais je leur ai dit, s'il vous plaît, je veux être comme je suis. N'essayez pas de couper. Il faut que j'apparaisse comme je suis. Et la prod m'a dit, mais on te veut comme tu es. On veut pas quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà, et c'était vraiment super. Très bien. C'est intéressant parce qu'on s'appelle pas 40 nuances de Nexperience, c'est qu'il y a toujours des notions de nuances, d'équilibre sur à peu près tous les sujets. Et il y a toujours eu cette réflexion de dire que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et effectivement, on est sur une émission qui donne envie à plein de gens, et c'est bien. Mais en même temps, et je pense que c'est votre rôle aussi, et tu le faites régulièrement, de rappeler qu'il faut être prêt à certains sacrifices. Ah oui. Aussi. Moi, je le dis toujours. C'est vrai que cette émission, entre autres, a transformé aujourd'hui l'entrepreneur au DJ il y a quelque temps. Tout le monde veut devenir entrepreneur et c'est génial pour notre pays. C'est sexy en soirée. Ouais. Et puis ça drague bien avec ça. Ouais, mais en fait, la réalité, et c'est bien parce que les Français avaient dans leur bouche le mot patron qui était une insulte. Et il fallait donc changer de on terme. a changé. Voilà. Donc c'est bien. Ça c'est bien. Par contre, moi je dis toujours qu'un entrepreneur, c'est pas un travail, c'est un mode de vie. Tout le monde travaille, rentre chez lui, tout va bien. Une fois qu'on est rentré, c'est fini. Un entrepreneur, il rentre chez lui, il travaille, il dort, il travaille, il va en vacances, il travaille, il regarde ses messages toutes les 2 secondes. C'est un mode de vie. Il met son genou par terre 1000 fois. Vous prenez n'importe quel entrepreneur, le plus réussi de tous, et vous regardez sa courbe. Moi, j'ai toujours dit, si on regarde ma courbe, elle est comme ça. Et zoomez un peu dessus. Et vous voyez que c'est comme ça. Tous les jours. Moi, je dis toujours, il n'y a aucune journée, aucune, j'ai pas eu une merde comme info qui rentre. Est-ce que je peux revenir sur l'émission? Je me demandais, parce qu'on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, finalement, quelle est la raison pour toi? Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur aujourd'hui? Quelle est la raison ou la motivation de postuler pour être actif, être mon associé? La visibilité. Moi, je recommande à tout le monde d'y aller. C'est dur, parce que l'année dernière, c'est 4000 dossiers et 40 sortent. Donc, c'est vraiment dur. Mais moi, je serais à leur place aujourd'hui. J'aurais eu cette opportunité à l'époque. J'aurais tout fait, mais tout pour y être. Pourquoi? Premièrement, on rencontre des entrepreneurs qui sont bien, qui ont de l'expérience et qui vont challenger le dossier et qui vont apporter de l'argent. Au-delà de l'argent, ils vont investir. Enfin, en tout cas, mon cas, je peux parler de moi. Moi, quand j'investis, je m'investis. Donc, tout mon écosystème s'ouvre. Et dès que je rentre, il y a pas mal de capitaux risqueurs qui me respectent. Ils ont une carte pour rentrer dans la suite. Ils assurent tout. C'est l'effet de levier Jean-Michel Caram. Non, mais honnêtement, c'est l'effet de l'écosystème. Pour moi, c'est pas un homme ne fait pas une différence. Moi, par exemple, pourquoi je peux faire plein de choses? C'est parce que dans mon écosystème, il y a plein de gens. Et donc, de l'argent, de l'expérience, du levier de l'écosystème et de la lumière. Extraordinaire. Ouais. Parce que vous faites une pub télé, 20 secondes, on parle de votre produit, etc. Là,
c'est le meilleur vendeur de la boîte qui est là, c'est l'entrepreneur lui-même, qui raconte l'histoire, le storytelling, les bénéfices émotionnels, les bénéfices techniques. Il est 15-20 minutes. La démo produit. 15-20 minutes. Et même s'il lève pas l'argent, même si les gens lui disent non, eh ben, il explose quand même parce que les gens, ils développent un émotionnel avec lui, ils veulent l'aider. Donc, c'est vraiment incroyable. Comme Ah, vas-y, pardon. Rapidement, et tu auras la dernière si tu veux. On avait fait l'émission, la dernière, Les Inventeurs, avec Juliane, qui avait invité beaucoup de gens. Oui. Je m'étais noté des petites questions si on avait le temps de discuter après, on n'a pas eu le temps. Donc tu me fais question rapide, réponse rapide. Ton plus gros coup de cœur de la saison? Cette année? Ouais. Naali. Ok. Le nom d'un entrepreneur qui a été le plus difficile à lâcher? Marie, de Maison M. Ouais. Qui passe demain que je mentor. Ouais. Et qu'on connaît au tout début, elle est fabuleuse. Ouais. Ton meilleur invest de la saison sur le papier? Naali. Ok. Et la phrase que tu veux plus jamais entendre dans un pitch? Ne pas me choisir. C'est quoi la phrase type d'un invest QVMA pour annoncer qu'il va pas suivre le projet? Et il y en a. Vous êtes magnifique, mais j'y viens pas. Mais c'est pas pour moi. Je suis très mauvais pour vous. Et quand tu veux pas investir et qu'il faut filer la patate chaude à un autre juré, tu la renvoies à qui? Ah. Pas Julian. Tu voulais. Non, moi je me demandais s'il y avait une phrase. Il nous reste 4 minutes à prendre. Est-ce qu'il y a une phrase ou un conseil que tu as pu donner qui a été transformateur pour une de ces boîtes? Je pense que y a sur le plateau télé, etc. J'ai toujours été très doux avec les gens parce que je me vois dans leurs chaussures. Ouais. Vraiment. Et je pense si c'est difficile de pas s'identifier en fait. C'est très difficile. En tout cas, si tu es un vrai entrepreneur, tu peux pas ne pas t'identifier. Et moi, en fait, la chose que j'ai dit à des gens les gens, ils veulent, par exemple, quand ils ont de la beauté, ils veulent ouvrir partout. Et ils comprennent pas que, par exemple, ouvrir un retail physique nécessite de l'effort. C'est pas seulement vendre la commande initiale, mais c'est derrière faire le sell-out. Et le sell-out nécessaire beaucoup. Donc, focalise sur ton digital, fais ton native digital et après, tu y vas derrière. Mais voilà, donc j'ai essayé d'éviter à des gens certaines bêtises que moi-même j'ai fait. D'accord, c'est du partage d'expérience. Voilà. Tu as parlé des difficultés au moment de la bourse. Tu as parlé... alors j'ai oublié le deuxième, je l'avais. C'est pas grave, tout le monde a suivi. Je t'ai demandé, et ça c'est une rubrique traditionnelle de 40 nuances de Next, c'est de partager une claque. Wow. Et tu m'as dit j'en ai 30 millions, donc c'est sûr qu'il y en aura d'autres. Ouais. Celle qui a été la plus... je vais commencer par la première claque. La première claque, c'est je lance Memscap. Je suis en Californie. Je savais pas qu'il y avait du capital risque en France. Donc moi j'étais un Silicon Valley boy. Je passais mon temps là-bas. Et j'écris mon business plan dans le Hyatt Hotel de San Jose. Et on me dit à cet investisseur, si tu le rencontres, si tu l'as, tu as tombé la vallée. Il faut absolument l'avoir. Et moi, je lui envoie un email et le type me donne 2 heures. 2 heures. J'ai dit, oh là là, ça commence fort. Donc, je me prépare, j'y vais. Il me bloque à la porte de son bureau. Je me rappelle vraiment. Il me bloque et il me dit, Jean-Michel, nice to meet you, etc. Et il me dit, tell me when, why, how and what. 1 minute. Je n'étais pas rentré dans le bureau. Ah, c'était 2 minutes en fait, c'était pas 2 heures. 1 minute, il m'a dit. Une. Après, il peut faire 2 heures. Et après, il m'a bloqué sur la porte. Et moi, je lui ai dit, when, why, how. Rien que pour comprendre la question, j'ai mis 30 secondes. Donc, c'était mort. Donc, j'ai balbutiné. Et il a vu que j'ai pas compris. Il m'a dit, when you will win, how you will win, what you will win. J'ai dit, Memscap, Il m'a dit, il prend sa carte, il la tourne, et il écrit le nom de notre investisseur, et puis il me dit, Jean, lui a du temps, s'il rentre, je rentre, au revoir. Je ne suis pas rentré dans son bureau, je ne sais pas comment il est son bureau. Je suis rentré dans la chambre du Hyatt Hotel,
J'étais furieux. Moi, dans les circuits académiques, j'ai toujours été le premier de ma classe, etc. Donc vraiment, t'avais pas assez préparé. J'ai jamais pris une claque, piège, jamais. Jamais, putain, je rentre chez moi, j'ai cassé la chambre d'hôtel déjà. Et après, je me suis dit, bon, Jean, il fallait lever plus cher après. Ouais, il fallait rembourser la chambre. How and what? J'ai écrit tout. Et j'ai commencé à répondre en écrivant et je lisais. C'était 20 minutes, 15 minutes. Donc, et j'ai commencé à travailler jusqu'à. J'avais à la fin une version, j'ai mis 12 heures. Hein. Une version 1 minute, une version 5 minutes. C'est quoi? 20, 15, dis-moi, je suis prêt. J'ai fait le deuxième meeting dans la vallée, je suis sorti avec la timesheet. Juste derrière. L'histoire finit bien. You never fail. Et cette émission... You never lose, you win or you learn. You learn. Tu peux me la faire en mode Yoda? Je ne saurais pas le faire en anglais. Plein d'incertitudes, l'avenir est fait. Trouver l'équilibre, tu devras. Aujourd'hui te préparer, il te faut. Quel nouveau défi affronter tu devras. Alors là, je parle au jeune padawan Jean-Michel Karam. Le prochain défi, personnel ou professionnel? Faire de Yeva Group une vraie mastodonte dans le monde de beauté bien-être et transformer ma vision. Et toi qui fixes toujours étape par étape, mastodonte, ça représente quoi? C'est des chiffres, c'est du pain de marché, c'est... Oui, c'est moi, pour moi, la renta est essentielle, mais ça c'est plus difficile, c'est fait. C'est atteindre la masse critique qui me permet de coter le deuxième groupe donc, que j'ai. Et puis utiliser cette cotation pour aller continuer des croissances externes et ramener la boîte à 1 milliard d'euros. Eh bien mon cher, on en discute après le milliard parce que je sais d'avance que tu auras prévu l'étape d'après. Mais pour ça, il faudra revenir. C'était un bonheur de t'avoir. Moi aussi. Merci pour votre accueil et pour vos questions. Merci, à tous les bravo deux. Pour ton énergie. T'as bien fait C'est très communicatif. T'as bien fait de faire confiance à Julian. Ça va? Oui, Julian, c'est un ami. Hein. Merci à toi, merci à vous d'avoir tenu jusqu'au bout à nos côtés. On vous invite évidemment à vous abonner et à suivre les centaines d'entrepreneurs qu'on reçoit chaque semaine dans 40 nuances de Next, dans Cash Out ou encore dans Planté, parce que c'est aussi ça la vie parfois des entrepreneurs. Merci à tous et on poursuit tout à fait sur Vivatech. Pardon, je fatigue un peu. Feuille blanche. 40 nuances de Next.